Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, je m'adonne à un exercice un peu difficile en même temps que je prononce les mots de cette intro de podcast. J'ai mon téléphone qui filme l'arrière-plan, on va dire les coulisses du podcast pour que je puisse vous les montrer sur la page Tipeee. Donc, comme vous le savez, c'est une page qui sert à soutenir le podcast et qui, pour le moment, grâce aux tipeurs présents que je remercie grandement, je peux financer mon nouveau site internet. Donc, c'est le site sur lequel vous avez différents challenges. Et donc, cette vidéo de coulisses sera postée, bien sûr, ce site et vous pourrez la visionner à condition de participer. Et pour participer, il vous suffit de verser au minimum 1 euro que vous pouvez soit renouveler tous les mois, soit le faire qu'une fois pour voir la vidéo. Vous avez aussi accès à toutes les fiches qui font partie du classeur de points. Vous savez, ce classeur où je vous apprends les points tels que le point gaufre, le point alpin, le point jasmin. Donc voilà, vous pouvez télécharger ces fiches si vous faites partie des tipeurs. Et il y a bien d'autres petits avantages à être tipeur puisque je fais souvent un point de l'actu du podcast, de ce qui est en cours. Et puis vous avez les épisodes en avant-première. Enfin bref, c'est vraiment un plus pour vous et c'est vraiment un plus pour moi puisque vous voyez, grâce à ce site Tipeee, je peux désormais avoir un site internet qui fonctionne bien et sur lequel je peux poster de nombreux challenges. À savoir que d'ailleurs, un nouveau challenge se prépare. Ah, et j'ai oublié de vous dire, vous avez adoré l'idée d'apprendre à lire les diagrammes sur la vidéo, justement sur mon site internet. Donc j'avais posté une vidéo avec un diagramme pour vous apprendre à le lire. J'ai déjà posté la vidéo du diagramme numéro 2 en avant-première pour les membres Tipeee. Donc si vous vous dites, attendez quoi, mais moi je ne l'ai pas vu, c'est normal. Les membres Tipeee y ont accès avant. Voilà, sachez que tout se passe avant sur Tipeee. Donc si vous aimez ce podcast et surtout si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à participer. Ça me fait très très plaisir et ça m'aide beaucoup. Allez, passons tout de suite à l'actu du podcast. Alors je dois vous montrer quand même le travail qui a été fait par vos petites mains. Un grand merci pour ce travail. Vous avez donc sur mon site internet, comme je le disais, participé au challenge Réinvente ton granny d'automne et je dois dire qu'il y a des grannies vraiment magnifiques. Alors, vous vous rendez sur mon site, vous avez ici les différents challenges avec un nouveau challenge à venir très bientôt. Vous cliquez sur voter et vous allez voir ici tous les grannies que vous avez postés et c'est vraiment très chouette. Nous avons le granny de Maison Mécarte qui a fait un granny vraiment tout petit avec un crochet 0,35 mm. On a le granny vitrail de Magali. On a un granny de H&N Drasher, j'espère que je le dis bien. Nous avons celui de Anna Stabot, qui est vraiment dans le style de Anna Stabot, très dentelle. Le granny de Cham Crochette, celui de Karine Fleur, celui de Cathy Erigosi, de Val Vali, de Nini Cube, de Ce Petit Monde à Moi, celui de Betty Fais-moi un doudou, celui de Tantal, celui de la Fée Cousette, le granny de Brigitte Mamie Blue, qui est un de ses tout premiers granny. Elle n'avait encore jamais fait de crochet il y a quelques mois. Il y a celui d'Amélie, celui de Christine, Véronique, le mien, vous voyez le jasmin, et enfin celui de Manuela Monzai. Voilà tous vos granny qui sont tous vraiment superbes. Moi j'aime beaucoup ceux qui ont les petites citrouilles qui ressortent comme ceci. Je les trouve très jolis. Et puis il y en a qui ont des styles vraiment là vous m'avez gâté. Les styles sont vraiment différents et magnifiques. Donc pour voter c'est simple, vous le voyez, il y a des petits cœurs qui apparaissent. Et il vous suffit de voter pour celui ou pour ceux qui vous plaisent. Vous mettez votre petit cœur si vous voulez voir. Et bien vous avez le chiffre qui apparaît pour ceux pour lesquels vous avez voté. Alors à l'instant où je tourne ce podcast, on me dit dans mon oreillette, si je peux le dire ainsi, que certains et certaines d'entre vous qui participent à ce challenge n'ont pas de grande communauté et du coup l'idée de faire un vote par le biais de la communauté semble un peu compromis et injuste, ce que j'entends parfaitement. Donc invitez tout de même votre communauté à voter et nous allons nous réunir, Debo, Jimmy et moi, donc la team du podcast, l'équipe du podcast,
pour voter pour le granny final. Et après, bon, on peut un petit peu se baser sur les votes de la communauté, mais ça vous permettra d'avoir une chance, quoi qu'il arrive, que vous ayez 2 abonnés ou 10 000. Nous allons tous les 3 nous mettre d'accord si on y arrive pour choisir le granny qui nous semble être le granny gagnant, qui représente le mieux Réinvente ton granny d'automne. Donc voilà la petite modification en cours de podcast pour permettre d'être juste et d'offrir la possibilité à tout le monde de remporter le lot qui est mis en jeu. Continuons justement ce podcast avec un des membres du jury qui va choisir le granny gagnant, Debo Créa, qui va nous présenter un nouveau livre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente de nouveau un petit livre avec mes petites mains qui s'appelle La Guinette de Kawaii, qui permet de faire 40 amigurumi dans ce thème-là, chez les éditions de Sask et qui a à 15,90 €. Alors comme vous pouvez voir dès la couverture, en fait c'est très coloré, donc ça va bien dans le thème Kawaii si vous cherchez ce genre de création. Le petit format du livre est vraiment sympa. Alors, lui, il a un peu structuré différemment des autres, c'est qu'elle va parler du matériel et notamment la théorie des couleurs. Et dans son livre, c'est classé par couleur. Donc, rouge, vous aurez violet, orange, jaune, etc. Donc, c'est une organisation assez sympa. Et cette fois-ci, c'est à la fin qu'elle explique tout ce qui est points, la partie montage, etc. Alors, moi, j'aime bien cet univers kawaii. Je pense que si vous suivez mon compte Instagram, je rajoute des yeux et des sourires un peu partout. Alors, pour le tester, ce livre, donc moi, j'ai fait ce petit chou qu'on voit là, Bruxelles. Alors, bon, comme d'habitude, j'ai rajouté un peu ma petite touche en mettant du fil chenille. Et quand j'ai fait le patron, en fait, c'est assez bien expliqué, mais je trouve qu'il manque des photos. Alors, si on recherche le chou dans le vert, par exemple... En fait, pour la couture, elle montre juste où elle le fixe avec les épingles, mais c'est tout. Elle dit, faites la couture, mais elle n'explique pas forcément... alors, moi, j'ai fait, on va dire, au pif, mais je trouve que c'est un peu dommage, notamment pour les débutants. Parce qu'en plus, c'est des univers où ça attire les débutants, parce que ça semble simple, il n'y a pas énormément de changements de couleurs, des choses comme ça. Donc, on va dire c'est ça un peu le point négatif. Et... moi, j'ai son autre livre sur les plantes. Pareil, elle utilise beaucoup de colle, des choses comme ça. Donc, je trouve que ça limite un peu, on va dire, l'accès aux débutants. Donc, ça, c'est un peu dommage. Après, pour les non-débutants, voilà, moi, j'y arrive. Hein, c'est quand même bien expliqué chaque étape. On a les fournitures, l'échantillon, les dimensions. Le petit nuage, ça c'est sympa. En fait, le livre est beau à regarder parce qu'il y a beaucoup de petites illustrations kawaii. Ça donne envie de dessiner en fait. Aussi, pas que crocheter. Du coup, et le fait de classer par couleur, ça c'est pratique. Voilà, vous avez une pelote à finir de telle couleur. Vous vous dites, je peux aller voir si je peux faire un petit objet. Après, le deuxième petit point négatif, par contre, je trouve, on dit 40 modèles adorables, mais sauf qu'il y a un peu des répétitions. Comme vous pouvez voir, la glace, on la retrouve 3 fois dans la thème et c'est à peu près le même modèle. Le bol de céréales, pareil. Voilà. Donc, je trouve c'est un peu dommage. Et on a ce aussi sapin de Noël en plein milieu. Que voilà, il y a une guirlande aussi pour Noël. Du coup, des fois, on se dit, pourquoi l'avoir appelé Dinette? Peut-être on aurait pu juste l'appeler l'univers kawaii ou je sais pas. Mais voilà. Après, c'est des petits détails, mais des fois, on peut se demander la cohérence avec le titre. Mais voilà. En tout cas, il y a pas mal de modèles à faire. Et en effet, pour faire une jolie dinette... parce que vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de faire en mode kawaii. Vous pouvez juste faire le citron et pas mettre les yeux de sécurité et faire la broderie avec les pommettes. Donc, c'est pour ça que c'est sympa, c'est qu'on peut faire les deux. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, ma petite rubrique sur ce livre. Et je vous dis à bientôt.
Eh bien, c'était très bien. Merci Débo. Et merci aussi de pointer ce qui est un peu moins positif, puisque c'est aussi ça l'intérêt de cette rubrique. On n'est pas là pour vous vendre du rêve et pour vous dire foncez sur ce livre, il est trop bien. On vous donne vraiment nos avis à nous de crocheteuses. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des points plus négatifs à vous donner, mais l'idée, c'est d'être toujours dans le juste de ce que l'on pense. Et même si on a peur de froisser parce qu'on sait que ce sont des heures et des heures de travail, c'est compliqué de le faire, mais c'est quelque chose de nécessaire et on fait en sorte de toujours être le plus honnête possible pour pouvoir vous indiquer les bons ou les moins bons livres. Alors du coup, personnellement, je trouve le côté visuel de ce livre vraiment très attractif. J'aime bien le fait que ce soit rangé par couleur. Après, il est évident que le manque de photos montre que ce n'est pas un livre qui est destiné aux débutants. Donc même si la couleur et les créations donnent envie et semblent simples, méfiez-vous si vous débutez et ne vous jetez pas sur ce livre qui n'est peut-être pas adapté à votre niveau. En ce qui concerne le titre d'Inette Kawaii, c'est à la base un livre qui est sorti en anglais et qui s'appelle Crochet Kawaii. Donc peut-être que la traduction est partie sur la d'Inette alors que le terme de base était Crochet Kawaii et qui explique peut-être pourquoi il y a des sapins de Noël, des guirlandes, des cœurs qui ne s'adressent pas trop au monde de la dinette. L'autrice de ce livre s'appelle Melissa Watcher et elle est connue sur Instagram sous le nom de Yarn Blossom Boutique. Je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps sur mes réseaux parce qu'elle a créé aussi des grannies superbes qui sont dans un livre que je vais vous présenter très bientôt. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur son compte Instagram parce qu'il est vraiment très coloré, plein de créations vraiment très très jolies et ça peut être assez inspirant. Alors nous allons rester dans la présentation puisque je vais tout de suite vous présenter un nouveau magazine. Alors donc cette semaine, je vous présente le magazine à l'école de l'amigurumi avec plein d'infos. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il est au prix de 12,90 € et il est parfait pour débuter. Alors, vous avez le premier magazine que je vous ai présenté la semaine dernière, le petit édito, le sommaire avec ce qu'on va vous proposer. Et alors là, on rentre dans ce qu'il s'appelle l'école. L'école, c'est pour vous apprendre absolument tout. C'est-à-dire que c'est un magazine qui s'adresse essentiellement aux débutants qui n'ont même jamais touché de crochet. Puisque vous avez les types de crochets, vous avez toutes les infos en ce qui concerne les ciseaux, les marqueurs de mailles. Pour commencer, les bases, on vous montre les points de base. Vraiment tout le départ, les schémas sont très bien conçus, des explications aussi. Vous avez de quoi apprendre à coudre des yeux de sécurité et compagnie. Et vous avez ensuite comment suivre un modèle. On vous explique comment déchiffrer, comment comprendre les modèles qui vont suivre ensuite. Vous avez des abréviations, vous avez les termes de base pour comprendre endroit du travail, fixation, diminution, double bride. C'est vraiment très très complet. Et ensuite on part sur les créations avec la difficulté juste ici et puis toutes les explications qui sont en gras, entre parenthèses, entre crochets, donc écrites de manière très claire et lisible. L'idée de ce magazine, c'est vraiment d'apprendre les bases et c'est vraiment pour des débutants. Donc vous voyez, vous avez un paquet d'amigurumi différents. En fait, ça dure, mais tout le magazine, il y a énormément de modèles qui vont donc du plus facile au plus compliqué. On arrive ensuite sur le côté plus compliqué et ça s'arrête sur énormément de modèles, donc comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc moi, ces magazines m'impressionnent parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de projets, 25 projets à créer. Et celui-ci, vraiment, alors c'est un hors-série, hein, les autres numéros ne sont pas forcément comme ceci. Vous vous souvenez, moi je vous avais présenté celui-là. Là, on nous montre qu'il y en a un qui va bientôt sortir, qui est celui-ci. Donc là, c'est un hors-série et je pense que c'est le type de hors-série qu'on peut offrir à quelqu'un qui veut se mettre au crochet. Alors vous, j'imagine, si vous regardez ce podcast, vous savez déjà crocheter, mais si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne sait pas du tout crocheter, ça veut dire qu'il n'a jamais touché un crochet, vous pouvez très bien lui offrir ce magazine, une pelote et un crochet. Ça lui fait un petit kit de départ et il y aura vraiment toutes les infos. Donc voilà pour ce nouveau magazine.
Et toute cette collection de magazines, c'est toujours la même maison d'édition, on va dire. Je ne suis pas sûre que le terme soit le même pour les magazines, mais c'est Sprea, donc, qui est cette maison d'édition italienne. Donc on verra ce qu'ils sortent à l'avenir. Et pour les prochains, eh bien, je vais commencer à vous montrer des magazines, peut-être d'autres maisons aussi. Selon ce que je trouve dans les différents lieux où je me promène, dès que je vois du crochet, je prends un magazine pour vous le présenter. La semaine dernière, vous aviez découvert la rubrique de Jimmy qui a eu un grand succès auprès des auditeurs et des auditrices puisque vos commentaires étaient très sympathiques et je vous remercie beaucoup de nous avoir écrit pour nous dire ce que vous en pensiez. Donc c'est une rubrique qui est en lancement et qui peut avoir quelques petites modifications, des améliorations bien entendu. Donc pendant quelques épisodes, ne soyez pas surpris si vous voyez des ajustements. Jimmy y travaille avec beaucoup d'envie. Donc je laisse tout de suite la parole à Jimmy qui va nous présenter un petit instant de thé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode autour du thé et du crochet dans le podcast. Aujourd'hui, il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas de petites vignettes qui se baladent. On s'éloigne de tout ce qui va être présentation trop académique, trop professorale, et on va se contenter d'une chouette discussion entre vous et moi autour d'une bonne tasse de thé et d'un magnifique projet au crochet à faire. Du moins, j'espère avancer. Alors, aujourd'hui, je pensais que l'on pourrait parler à nouveau de l'époque victorienne, celle de l'apparition du Earl Grey, mais cette fois-ci, nous allons aborder un événement tout à fait singulier, l'apparition du tea time. Alors, au final, à qui doit-on ce tea time? Qu'est-ce que le tea time? Au final, ce tea time, il est né autour de 1840 grâce à une personne tout à fait singulière, la duchesse de Bedford. Cette dame, Anna Maria Russell, a expérimenté certains inconvénients durant sa vie autour de 1840, notamment à cause de l'expansion de l'Empire britannique et son industrialisation, c'est-à-dire l'apparition d'un certain nombre de nouvelles technologies, dont les lampes à gaz, qui ont amené à changer les différentes habitudes des citoyens britanniques, puisque l'heure du dîner a été repoussée puisqu'ils avaient de la lumière plus longtemps. Et notamment, ceci a créé un écart entre le déjeuner et le souper. Et cet écart a amené notre fameuse duchesse à sentir une faim en milieu de journée. Ce qui est assez amusant puisque c'est cette faim qui va apporter l'apparition du tea time. Elle va demander justement à ce qu'on lui apporte du thé, des biscuits, du pain et du beurre régulièrement à cette heure-ci de la journée, ce milieu de journée, pour pouvoir justement combler sa faim. Et donc c'est l'apparition d'un snack de 4 heures qui va amener l'apparition du tea time et qui, bien des années plus tard, va être codifié et va amener à quelque chose d'un petit peu plus réglementé ou du moins quelque chose de plus traditionnel. Mais finalement, ce fameux tea time, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener les femmes à pouvoir se rassembler autour d'un événement qui va être valorisant, le partage d'une tasse de thé, qui à l'époque était populaire. Et donc, ce partage de thé, de biscuits, va aussi amener à un partage de connaissances, un apprentissage, des échanges d'idées ou encore de réformes autour d'une tasse de thé. Et ces événements qui, au final, on pourrait les considérer comme des actes féministes, puisqu'ils vont permettre aux femmes d'avoir un espace de sécurité où elles peuvent s'exprimer loin des carcans de la société masculine, ou du moins de la sphère publique masculine. Et donc, ces événements, ces tea time, vont permettre aux femmes, notamment au XXe siècle, notamment dans les tea rooms, dans les salons de thé, ou chez des particuliers, chez elles, de se rassembler, et notamment pour les suffragettes et les organisatrices associées au droit de vote des femmes, de pouvoir échanger entre elles en toute sécurité et de pouvoir mener justement ce mouvement de droit de vote des femmes. De plus, ces tea rooms, en plus de permettre ces différents échanges, ils vont permettre aux femmes de s'élever socialement. Mais au final,
Où se retrouve le crochet dans ces fameux tea-rooms? Eh bien, le crochet, il se trouve soit dans les mains des dames qui échangent autour de différentes pratiques, notamment tricot ou crochet, mais aussi sur la table. Et je vous le donne dans le mille, si vous ne l'avez pas trouvé, il s'agit du tea cosy. À cette époque, la température dans les logements n'était pas la même qu'à notre époque. On n'avait pas de chauffage central qui permettait de chauffer généralement une pièce de manière assez homogène. Il s'agissait plutôt de points particuliers et donc les boissons chaudes tendaient à se rafraîchir plus facilement. Et donc c'est comme ça que sont apparus les tea cosy, notamment autour des théières. Je vais demander à ce que Aurélie puisse vous en présenter tout autour. Notamment autour des théières, on peut retrouver des designs assez floraux, des designs avec des animaux, ou encore d'autres designs assez, assez festifs. Et donc ceci a amené justement à différentes pratiques autour du crochet et à valoriser ces temps d'échange entre femmes autour de différentes pratiques et différentes idées. Voilà. Merci pour m'avoir écouté et puis je vous dis à une toute prochaine. Eh bien, c'était très intéressant. Merci Jimmy de nous avoir montré que le thé a participé à l'émancipation de la femme. Bon, par contre, on va faire un petit appel de nouveau à Jimmy pour qu'il nous montre quand même ce qu'il est en train de créer au crochet. Juste un petit retour bref vis-à-vis de ce que je travaille au crochet en ce moment. Je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser et donc je tenais à vous présenter mon projet au crochet. Vous devez vous en douter, il s'agit d'un pull, tout comme celui que vous pouvez voir ici. Il s'agit du Alma Sweater, donc ce pull Alma par Lila Bjorn, qui est un magnifique projet à l'overlay crochet, donc le brioche. Et donc, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder ce projet et d'envisager de le faire pour cet automne. Pour moi, il sera, je l'espère, fini pour Noël, puisque ce magnifique vert et ce beau rouge vont amener de magnifiques couleurs lors du réveillon de Noël. Donc bon, je vous remercie et je vous dis à une toute prochaine. À très vite. Merci beaucoup Jimmy. Eh ben dis donc, tu nous en mets plein la vue avec ton pull, avec ce crochet brioche qui est pas évident à faire du tout et qui va être super beau. Donc on a hâte de voir son évolution au fil de tes rubriques. Sachez en tout cas que si vous êtes intéressé par l'univers de Lila Bjorn qui est absolument magnifique, vous pouvez la retrouver dans l'épisode numéro 53 de ce podcast puisque j'ai eu la chance de l'interviewer. Alors je vais faire maintenant comme Jimmy et vous montrer mes encours de cette semaine. Alors l'automne approche à grands pas, donc je me suis lâchée sur les citrouilles. Rien de compliqué pour la réalisation, il vous suffit de faire un rectangle en maille serrée en prenant uniquement les brins arrière, vous cousez un des bouts, vous remplissez, vous rembourrez, vous cousez l'autre côté en laissant un trou pour passer un bâton de cannelle qui sentira bon, une petite ficelle pour cacher un peu la couture avec un petit nœud et puis voilà, vous avez une jolie citrouille, vous pouvez en faire un paquet de toutes les couleurs avec différentes matières. C'est des citrouilles qui font très très bien dans la maison pour une petite déco automnale. Vous avez peut-être vu sur mes réseaux, j'ai aussi réalisé des granits. J'ai dû vous les montrer certainement. Ensuite, j'ai préparé des petits carrés granits en suivant les modèles d'un livre que je vais vous présenter très prochainement. J'aime beaucoup ce côté relief, j'adore quand ça fait ça. C'est des carrés que je ne connaissais pas, avec un point juste ici que je ne connaissais pas non plus, une maille serrée longue avec une bride qui est prise sur la maille serrée longue, vous voyez. Donc ça fait plutôt sympa et j'ai appris pas mal de points. Donc ce livre, c'est celui-ci et je vous en parle très bientôt. Il mérite d'avoir une rubrique rien que pour lui. Et ensuite, vous aviez vu dans l'épisode précédent que je préparais des mitaines. Enfin, c'était pas l'épisode de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant. Donc, j'étais en train de travailler sur des mitaines, pareil, qui sont très simples à réaliser. De la bride en maille, de la demi-bride en brin arrière. Et donc, ensuite, vous faites une couture juste pour laisser passer le pouce. Un petit tour de chaque côté pour resserrer.
et ça rend très très bien. Donc ces mitaines, je suis en train d'en faire de nouvelles, toujours avec le fil de laine amourée qui est super doux et très chouette à crocheter. Donc là, je suis partie sur un style un peu plus automnal. Alors, j'ai défait quelques rangs parce que je voulais faire un ordre de couleurs différent. Mais voilà, sachez que ce sera un tuto que vous pourrez retrouver dans le magazine Crochet Pratique. Mais pas tout de suite puisqu'il est en cours de création. Et voilà donc pour mes encours de cette semaine. Nous allons commencer à plonger doucement dans l'univers, comme je le dis à chaque fois, de notre invité du jour, à savoir que c'est une personne qui est française, qui parle français, mais qui habite en Roumanie, et plus précisément à Bucarest. Et là, c'est l'occasion parfaite pour nous d'aller nous envoler du côté de la Roumanie pour découvrir un petit peu cet endroit du globe. Alors, comme d'habitude, en préparant cette rubrique, j'ai appris des tas de choses. Et je pouvais la diriger sur le crochet en vous parlant des merceries et compagnie, mais j'avais envie de vous faire découvrir des bâtiments qui sortent un peu de l'ordinaire, comme celui-ci qui est l'Athénée roumain. C'est le bâtiment emblématique de Bucarest. C'est une salle de concert qui est très majestueuse, avec des colonnes dignes d'un temple grec. Et à savoir qu'à l'intérieur, on peut trouver une fresque panoramique qui fait plus de 75 mètres et qui retrace toute l'histoire de la Roumanie. Donc ça, c'est vraiment un édifice superbe. On a également à Bucarest le Palais du Parlement. C'est le deuxième plus grand bâtiment administratif du monde après le Pentagone. Il est construit avec un mélange d'architecture soviétique et une démesure totale puisqu'il n'a pas moins de 1100 pièces au total. Alors il faut savoir aussi que Bucarest a ses légendes, dont une que vous connaissez forcément, celle du comte de Dracula. Alors je vous en dis un petit peu plus. Dracula, c'est un personnage fictif inventé en 1897 par un écrivain irlandais, Bram Stoker. Mais il s'est librement inspiré d'un personnage historique bien réel, Vlad Tepes, dit Vlad l'Empaleur. Et là, accrochez-vous, on parle d'un prince roumain du XVe siècle, né à Sighisoara, j'espère que je le prononce pas trop mal, et qui a régné sur la région de Valachie. Il était connu pour une méthode de punition un peu radicale, on va dire. Il faisait empaler ses ennemis sur de longues piques, des milliers, d'où son petit surnom très mignon de Vlad l'Empaleur. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que en Roumanie, à 2h30 de Bucarest, il y a le fameux château de Bran, qu'on appelle également le château de Dracula. Bon, ce n'est pas vraiment son château. C'est un château où il s'est rendu une ou deux fois peut-être, mais ce n'est pas son château à lui. On l'appelle ainsi parce qu'il a le look et parce qu'il se trouve dans la région où habitait ce prince, mais ce château ne lui appartenait pas vraiment. Enfin voilà notre petit tour du monde du crochet pour vous permettre de découvrir quelques édifices sympas qui se trouvent en Roumanie, où est implanté justement notre invité du jour que nous allons accueillir tout de suite. Bonjour Jainel et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Alors, je découvre ton univers en même temps que les auditeurs puisque je ne te connaissais pas encore, mais en préparant cette interview, j'ai vu que tu avais un parcours très riche. Tu es à l'origine du site Les Triconautes, une énorme banque de données avec des modèles gratuits et des guides pratiques pour tricoteuses, et depuis peu pour crocheteuses aussi. Tu as une chaîne YouTube suivie par plus de 184 000 abonnés où tu partages tutos, conseils et astuces. Alors là, c'est vraiment un chiffre vertigineux. Et puis, tu co-animes également un podcast autour du tricot. Bref, on a plein de choses à découvrir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que je sois sûre de ne pas avoir dit de bêtises juste avant ? Bonjour et merci Aurélie de me recevoir sur ton podcast. Je m'appelle Jainel et je suis la créatrice derrière les Triconautes. Je suis aussi créatrice de contenu, du coup professeure de tricot avec de plus en plus de crochets bien entendu, n'est-ce pas ? Et j'accompagne du coup les triconautes pour apprendre de nouvelles techniques, apprendre à se lancer dans des projets qui sont plus ambitieux et gagner confiance dans leur création.
Mon objectif depuis le début, c'était surtout de rendre le tricot, le crochet, je dirais, accessible à toutes et à tous, peu importe son niveau, en créant entre autres un espace d'entraide, un espace où chacun et chacune peut échanger, chacun et chacune est le ou la bienvenue. Et après, il y a d'autres personnes aussi qui me connaissent aussi par rapport à la chaîne YouTube, bien entendu, qui en effet a dépassé les 184 000 abonnés, c'est énorme. Et je suis très reconnaissante de ça, merci beaucoup. Ça me paraît encore aujourd'hui complètement fou de se dire qu'on est presque à 200 000, ça paraît énorme. Et je publie sur cette chaîne des vidéos, on va dire, il y a des vidéos techniques, donc des tutos classiques, et il y a des vidéos où je partage beaucoup de pensées, beaucoup de philo-tricot, comme on pourrait appeler ça, sur des sujets divers et variés. Ça peut être aussi bien des designers que des modèles, que par exemple quelque chose en particulier comme la difficulté de détricoter, etc. etc. Je suis également designer de tricot, parfois on a tendance à l'oublier aussi. Je suis aussi designer de tricot, j'ai créé entre 200 et 300 modèles de tricot divers et variés, il y en a beaucoup derrière moi. Il y en a plein que vous ne voyez pas, mais il y en a beaucoup derrière moi. Des pulls, des châles, des écharpes, des bonnets, des chaussettes, plein de choses. Et là, présentement, je suis en train de crocheter un snood que j'ai là aussi créé pour mes filles. À la base, j'en avais fait un pour moi, mais quand elles l'ont vu, elles en ont voulu un aussi. Donc, comme j'en ai 2 grandes et une petite, j'ai 2 filles, donc une de 3 ans et demi, une autre, donc Catherine, une de 2 ans et demi qui s'appelle Elisabeth, et une autre qui vient de naître, qui a 1 mois et demi, on va dire, et qui s'appelle Blanche. Voilà, donc 3 petites filles à la maison avec moi, en plus de mon compagnon Matou, connu aussi sous le nom de Benjamin, pour celles et ceux qui suivent aussi le podcast Entre deux mailles. Ah oui, donc vraiment un univers très vaste avec des tas de patrons que tu as créés, des tas de créations, comme on le dit, juste derrière toi, et puis des tas de podcasts aussi, j'ai l'impression. Donc tu proposes des formations tricot, comme tu le disais, avec notamment la Tricot Université pour débutants, intermédiaires et experts, mais aussi des concepts comme mon pull à la carte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, quand j'ai commencé à partager autour du tricot, je me suis vite rendu compte en fait qu'il y avait un besoin de structure. Beaucoup de personnes apprennent seules avec des vidéos, parfois des livres, mais sans toujours savoir dans quel ordre avancer ou comment relier les techniques entre elles, ou alors avec par exemple des informations qui sont manquantes. Il y a des infos qu'on peut trouver, mais on ne trouve pas tout le temps. Et c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'est née la Tricot Université, entre autres. L'idée, c'est de proposer un parcours qui est clair, un peu comme si on suivait des classes de tricot, avec un niveau débutant, du coup, pour apprendre toutes les bases et tricoter son premier pull en 60 jours. Un niveau intermédiaire pour gagner en aisance et avoir des finitions qui sont plus belles en tricot sur nos ouvrages, parce que c'est assez important. Et enfin, un niveau expert pour aller plus loin dans l'adaptation, la personnalisation des tricots, avec par exemple comment faire pour adapter un pull, comment améliorer le fit d'un yoke, etc., etc. Plein de choses vraiment diverses et variées sur plein de modèles différents, les châles, les chaussettes, les gants, vraiment foultitude d'infos. Je me suis vraiment éclatée à faire cette Tricot Université. Et en fait, quand je l'ai créé, j'ai voulu créer quelque chose que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé le tricot et que j'ai voulu au fur et à mesure aller plus loin. Et j'ai vraiment condensé mes 10 années d'expérience en tricot là-dedans. Vraiment, pour moi, c'est un condensé de tout ça à l'intérieur. Et l'idée, c'est vraiment de guider les triconautes avec des vidéos qui sont très claires, des exercices, des fiches techniques, des modèles à réaliser pour valider les compétences qui sont apprises tout au long du parcours et avec bien sûr un suivi et une aide bienveillante disponible tout le temps.
parce que ça aussi c'est quelque chose, je trouve, qu'il me manquait lorsque j'ai commencé le tricot. J'avais plein de questions et j'avais personne à qui les poser. Donc pour moi, c'était important de proposer aussi cela dans la Tricot Université, en plus de ce que je propose dans mes formations déjà. Et comme tu disais, il y a aussi des formations qui sont plus thématiques, comme par exemple mon pull à la carte, où j'enseigne en fait tout ce qu'il faut savoir, par exemple pour tricoter un pull, mais surtout je donne des clés pour créer et adapter son propre pull hyper facilement, sans faire une tonne de calcul. L'idée, c'est de faciliter les adaptations autant que possible, en proposant des outils qui sont faciles à utiliser et qui permettent d'avoir des ouvrages qui sont vraiment sur mesure pour les triconautes. L'objectif derrière tout ça, c'est surtout qu'en fait, chaque triconaute se sente libre, confiant ou confiante, mais surtout fier de ce qu'il ou elle a créé, sans jamais se dire « je ne suis pas assez douée pour ça » ou « c'est pas fait pour moi », parce que les explications sont pas très claires ou parce que les calculs, ça peut faire un peu peur. Moi, je pense qu'avec les bonnes explications, avec la bonne pédagogie, de l'accompagnement, on peut tricoter vraiment tout ce qu'on veut et c'est ce que je propose du coup dans les formations comme la Tricot Université ou mes autres formations. Par exemple, dans Dentelle Héritage, par exemple, j'aborde toutes les écoles de dentelle en tricot, donc la dentelle Shetland, la dentelle d'Orenbourg, la dentelle estonienne avec les règles de réalisation, des modèles pour s'entraîner et vraiment aborder du coup ces techniques, etc., etc. Donc vraiment, voilà, c'est en effet ce que je propose. Oui, donc comme je le disais, un puits de données et d'informations qui, eh bien, comme souvent, quand on rencontre des invités qui ont monté ces académies, ces universités, écoles de crochet et tricot, souhaitent transmettre quelque chose qui leur a manqué à leur début. Et donc, c'est souvent très simplifié pour que tout puisse être compris par tout le monde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, sur ton site, on trouve plus de 500 modèles gratuits de crochet. Vous avez bien entendu. Comment les trouves-tu? Est-ce que ce sont des créations personnelles ou des sélections d'autres créateurs? Et comment fais-tu une sélection pour les choisir? Alors, pour les modèles de tricot et de crochet, parce qu'en fait, les deux sont disponibles sur le site, il y a 900 modèles de tricot et 500 modèles gratuits de crochet. Pour les deux, j'ai fonctionné de la même façon. Bon, certes, il y en a quelques-uns que je propose à l'intérieur de cette liste qui sont les miens, qui sont des modèles gratuits que je mets à disposition gratuitement pour permettre aux triconautes, donc crocheteuses, dans triconautes, c'est tricoteuse, tricoteur, crocheteur et crocheteuse, en un seul terme. Donc, c'est des modèles que je propose pour les triconautes pour se lancer, pour tester aussi parfois de nouvelles techniques. Et l'autre partie, ce sont en effet des sélections que je fais parmi des modèles d'autres créateurs et créatrices du monde entier. Donc quand je sélectionne un modèle, comment ça se passe? Déjà, je fais attention à plusieurs choses. Déjà, je fais attention à ce que le modèle soit clair et accessible. Même si le niveau est avancé, j'essaie de choisir des modèles dont les explications sont assez compréhensibles. J'essaie également de choisir des modèles avec des designs que je trouve intéressants ou avec une petite touche d'originalité qui donne envie de les réaliser. Bien sûr qu'ils soient proposés gratuitement par le créateur, c'est le principe des modèles gratuits, et aussi dans la mesure du possible qu'ils soient disponibles en français. Parfois c'est plus difficile, mais en général je dirais que 90% de ma sélection, 95% de la section est en français. Donc après le reste c'est en anglais parce que parfois c'est beaucoup plus difficile de trouver certains types de modèles en français qu'en anglais. Donc il y en a quand même une énorme partie, une très grande majorité qui est en français. Et je passe énormément de temps à explorer des blogs, Pinterest, Ravelry, pour trouver ces petites pépites. Ça prend énormément de temps, on ne dirait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps. Quand on fait une sélection, une vraie sélection, ça prend du temps. C'est vraiment, à mes yeux, je vois ça comme constituer une petite bibliothèque. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les saisons, pour toutes les envies, tous les niveaux. Et même si c'est très long, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que dans mes sélections, je dis toujours mon petit mot.
Je donne toujours mon avis, un petit mot derrière, une petite adaptation que je verrais bien avec tel ou tel modèle, par exemple. Par exemple, on peut imaginer faire ce gilet avec tel fil, ou on peut imaginer faire ça avec telle autre chose. C'est pas juste c'est pas juste de la recherche bête et méchante. J'essaie vraiment d'apporter quelque chose avec de la valeur derrière pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Oui, donc ce ne sont pas juste des tutos balancés comme ça, si je peux le dire de cette façon. C'est aussi des tutos que tu as regardés, que tu as lus, que tu as peut-être travaillé et pour lesquels tu donnes des conseils qui peuvent être très pratiques à leur conception. Donc toujours sur ton site, dans la partie à propos, on aperçoit des icônes comme celle du Monde, M6 ou Marie-Claire. As-tu eu des partenariats avec ces marques ? En effet, il y a bien ces icônes. Et ce ne sont pas des partenariats, petite précision, ce ne sont pas des partenariats. En fait, ces icônes, elles sont là parce que les triconautes ont été mentionnés ou mis en avant dans différents médias, comme tu disais, Le Monde, M6 ou Marie-Claire. Alors ça date aussi de l'époque où le nom de Les Triconautes, c'était À l'Estudiantine. Donc on retrouve aussi ces mentions sous ce nom-là. Donc ça peut être sous forme d'interviews, d'articles, de reportages tricot, j'ai même eu une fois. Mais ces derniers, donc tous ces reportages, interviews, n'ont jamais été faits à ma demande. Ce sont toujours les journalistes qui l'ont fait d'eux-mêmes ou qui sont venus vers moi. J'ai jamais réclamé quoi que ce soit, donc du coup c'est pas de partenariat, c'est vraiment de vrais entretiens, de vraies interviews. Par exemple, j'ai eu l'occasion de parler de la communauté et de mon travail dans des articles de presse, ou encore d'expliquer comment le tricot peut être à la fois créatif, apaisant et même tendance à l'époque où il revenait en vogue. C'était vers 2014 peut-être, quelque chose comme ça. Et puis même régulièrement, de temps en temps, j'ai un appel, peut-être une fois par an, je dirais, d'un journaliste qui veut en savoir plus sur le tricot. Et du coup, il m'appelle, il me pose des questions. Je ne suis pas toujours mentionnée et ce n'est pas grave. Hein. Moi, ça me fait plaisir d'aider aussi au travail journalistique. Mais voilà, donc c'est... Non, ce n'est pas des partenariats, c'est vraiment de vrais entretiens. Donc pour moi, c'est toujours en tout cas un honneur d'apparaître dans ces médias, pas seulement pour la visibilité, hein, parce que bien sûr, ça amène des curieux ou des curieuses, mais surtout parce que ça permet de faire découvrir le tricot et le crochet à un public qui n'y aurait peut-être pas pensé. Et ça, je trouve ça bien. Ça fait partie aussi de la remise... sur le devant de la scène du tricot. On va pas dire sur la remise du devant de la scène, mais on va dire plutôt la mise en avant du tricot, parce qu'à chaque fois qu'on parle du tricot, c'est pour dire « Ah, le revival du tricot !» alors que on sait que c'est toujours là en fait, il n'y a pas de revival particulier ou de... retour en force du tricot ou du crochet ou de la broderie ou de que sais-je. C'est juste... je pense un petit peu des marronniers journalistiques qui reviennent régulièrement, généralement en début d'hiver ou vers la rentrée, ça dépend, mais en tout cas, ce sont des choses qui reviennent assez régulièrement. Et je pense que c'est un peu, voilà, c'est un sujet facile à aborder. En plus, chaque année, on a soit des modèles qui ressortent énormément. Donc là, par exemple, au moment où je parle, il y a la Sophie Scarf qui a été très connue. Donc certainement que cette année, on aura quelque chose aussi dans ce goût-là. Donc déjà qu'elle est parue dans des grands magazines, ça ne m'étonnerait pas que les autres médias s'en emparent aussi. Bref, voilà. Donc moi, je trouve ça intéressant de pouvoir quand même casser ce complot du tricot en disant en gros qui est un peu invisibilisé en fait. Hein, le tricot est un peu invisibilisé par rapport à d'autres arts du fil. Quand on voit des personnes qui tricotent ou qui crochettent dans une série, à chaque fois, c'est à mourir de rire. C'est assez rare, c'est pas si courant que ça. Le peu de fois où on les voit, donc c'est à mourir de rire, et en plus, c'est pas courant. Alors que, par exemple,
C'était Matou qui disait ça, qu'il y a un complot sur l'invisibilisation du tricot et du crochet, parce que dans les livres pour enfants de nos filles, par exemple, et on en a beaucoup, il y a assez régulièrement une mention du tricot ou du crochet, une grand-mère qui tricote, une mère qui tricote, un poisson qui tricote pour aller au pot, par exemple, donc qui s'occupe du coup pour aller au pot, mais c'est vraiment... Il y a une invisibilisation du tricot et c'est pour moi, je pense, un élément important de vraiment faire du lobbying sur la visibilité du tricot et dire « Hey, ça n'a jamais disparu, ça ne disparaît pas, voilà, c'est juste là. » Voilà. Je pense aussi que le gros problème, c'est qu'on est enfermé dans une case. Le tricot et le crochet, c'est pour les vieilles personnes. Et ça, c'est l'argument numéro 1. Et je peux même entendre des personnes d'un certain âge qui ont 70 ans passés et qui me disent « Non, mais moi, je ne me mets pas au crochet, c'est pour les vieux. » Et je trouve ça assez hallucinant d'entendre ça parce que c'est pas vrai. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Alors, je ne trouve pas qu'il soit vraiment caché, comme tu le dis, puisque on en voit en ce moment partout, dans les vitrines de magasins, on peut voir des amigurumi, dans les magazines même avec des stars internationales comme Taylor Swift qui a porté cette robe en granny et du coup je pense que grâce à ça des tas de jeunes filles se sont mises au crochet et de jeunes garçons peut-être, donc voilà, on voit aussi des stars de cinéma avec leur tricot ou leur crochet quand elles attendent des heures sur les lieux de tournage, ou encore je pense à notre petit champion olympique bien sympathique qui fait son tricot. Donc grâce à internet et grâce à YouTube, grâce à nous, à toi, à moi, à ce qu'on fait, on peut commencer à toucher un public un peu plus jeune. Mais c'est vrai que je ne dirais plus aujourd'hui que ce tricot et ce crochet est aussi invisible qu'avant. Donc comme tu le disais en tout début de cette interview, tu es une maman et tu gères en plus de ça ton site, ta chaîne YouTube, ton podcast, tes formations. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type pour toi ? Oula, alors honnêtement, il n'y a pas vraiment de journée type, mais il y a quand même une sorte de rythme qu'on peut retrouver. Alors sans faire quelque chose de trop chronologique, c'est vrai qu'avec Matou, on a un quotidien qui est assez rythmé et assez particulier. Il ne ressemble pas forcément à celui de parents classiques. Donc déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, on est à Bucarest, en Roumanie. Donc on s'est déplacé de France, du sud de la France, donc de Nîmes, pour aller en Roumanie, ici, à Bucarest. Et ici, déjà, je pose les bases. Il faut savoir que l'école n'est obligatoire qu'à partir de 5-6 ans. Du coup, mes 3 filles, donc Catherine, Elisabeth et Blanche, sont à la maison avec nous. On a la chance d'avoir une nounou qui vient nous aider un demi-lundi, le mercredi et le vendredi. Et tous les autres jours, c'est mon compagnon, donc Matou et moi-même, qui nous occupons des filles. La journée, en général, commence assez tôt, vers 4-5 heures du matin à peu près. Et pendant que Matou prépare le petit déjeuner des filles et lance la maison, donc s'occupe de tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui fait que la journée peut démarrer en douceur. Moi, de mon côté, je suis déjà au travail, donc j'écris les mails pour les triconautes qui sont abonnés à mes mails privés. Je prépare les publications du jour, par exemple pour YouTube. Je gère quelques tâches administratives. Voilà, j'écris des vidéos courtes que je vais tourner. Enfin bref, voilà, généralement c'est ce genre de petites tâches le matin. Quand la nounou est là, vers 9h à peu près, donc Catherine et Elisabeth partent avec elle pour la journée, jusqu'à 16-17 heures. Et on peut se concentrer pleinement sur le travail, autant qu'on peut se concentrer avec un bébé d'1 mois. C'est difficile de donner une routine précise parce que ça change très souvent. Mais de mon côté, je m'occupe surtout de tout ce qui est création. Donc création d'articles, écriture d'articles, tournage, préparation de formation, écriture de formation, création de modèles, animation de live créatif. Voilà, tout ça c'est moi qui le fais. Matou, c'est peut-être encore plus difficile de dire ce qu'il fait parce que c'est vraiment lui la tête pensante des triconautes, c'est lui qui dit dans
quel sens on va. C'est lui qui dit on va faire ça, ça, ça. Il fait les plannings. C'est ce qui me permet moi du coup de me concentrer à 100% sur la création de texte ou la création de modèles, parce que c'est lui qui gère les plannings. Il me dit ok, tu fais ça, 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 ça. Et moi j'ai juste ma liste le matin et je sais exactement qu'est-ce que je dois faire. Ça me fait gagner énormément de temps. S'il ne le faisait pas, je ne sais pas comment je ferais. Clairement, je ne sais pas comment je ferais. Donc ça me soulage énormément qu'il ait cette partie justement de gestion. Il s'occupe aussi de tout ce qui est technique. Il s'occupe de tout ce qui est, par exemple, site internet. Il s'occupe de la mise en page des modèles. Il s'occupe de vraiment beaucoup de choses différentes. Vraiment énormément de choses différentes. Donc, et après, avec nous, on a aussi Gros Minou, qui lui s'occupe plus de la partie, on va dire, montage des vidéos, par exemple. Réception de tous les rushs vidéo. Il classe tout ça. Il fait aussi... pas mal de travail, on va dire plus technico-technique, un peu de code et compagnie. Je vais épargner les détails techniques, mais voilà, en gros, on est 3 personnes. Il y a moi, donc tout ce qui est création de contenu pur, donc avec du texte, de la vidéo et des modèles. Il y a Matou qui gère une grosse partie technique et il y a Gros Minou qui gère une autre grosse partie technique. Voilà, donc moi, la création de contenu, c'est que moi. Et après, bien sûr, il y a les guildettes aussi, Claire et Odile, à qui je fais des bisous si elles passent par là, et qui, du coup, elles m'aident à tricoter et crocheter, du coup, maintenant, les modèles que je crée, ce qui me permet, moi, de me concentrer vraiment sur la création à proprement parler, voilà, ou l'enseignement à proprement parler. Parce qu'à la base, c'est aussi ça que je fais. Donc quand la nounou n'est pas là, du coup, pour terminer, on organise les journées un petit peu différemment, forcément. On s'occupe des filles soit ensemble, soit à tour de rôle, en fonction de ce qu'il y a à faire. Et de mon côté, j'essaie souvent de les amener avec moi, donc en voiture, pour un rendez-vous administratif, pour un contrôle médical, ou même faire les magasins si j'ai besoin de quelque chose en particulier. Et elles me suivent littéralement partout. Donc j'ai une voiture, c'est un QG maintenant, et c'est très bien organisé aussi. Pour le reste de la journée, on récupère les filles à 17h, on passe du temps avec elles, on leur lit des histoires, on joue avec elles. Je les couche à 19h. Et je continue de travailler soit sur d'autres tâches, soit sur des modèles par exemple, jusqu'à ce que j'aille me coucher vers 21h à peu près. Ça dépend, souvent si je suis fatiguée, je peux me coucher à 19h et 19h, 21h, ça dépend. Généralement, l'été, je me couche un tout petit peu plus tard que l'hiver, où je me couche beaucoup plus tôt. Donc, on suit un petit peu le rythme du soleil aussi comme ça. Et donc, par exemple, là, en ce moment, en été, il fait jour plus tard, donc on se couche un petit peu plus tard. Donc 21h généralement. 21h, on est tous les deux pliés en général. Donc c'est un rythme qui est bien rempli, on va dire. Et il y a toujours ce mélange entre vie de famille et forcément vie pro, entre guillemets. Mais c'est ce qui fait que chaque journée est unique. Hein. Donc c'est aussi un avantage, je dirais. Voilà. Là, oui, il y a une belle organisation. Et en toute sincérité, j'aimerais que tous ceux qui disent que faire du design crochet, créer des vidéos, gérer tout l'aspect internet et compagnie, tous ceux qui disent que c'est un bel amusement entendent de ce que tu viens de dire, parce que ça nous montre qu'il y a une organisation, qu'il y a beaucoup de travail derrière toute cette vie. Alors bon, vous êtes un petit peu nombreux quand même, je vois, vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais du coup, c'est quand même un travail de tous les jours, et je pense que le gros piège, c'est que ce n'est pas un travail extérieur. Ça veut dire que c'est pas on commence à 9h, on finit à 18h. Non, on l'a à la maison sous les yeux, et il est vrai que moi, il m'arrive... Alors, j'ai pas le même rythme que toi. Hein. Personnellement, je suis pas couchée avant 11h minuit, et il m'arrive des fois à 11h30 de répondre à des mails ou de finir de rédiger, comme tu le dis, un article, un tuto, enfin bon... Donc c'est vrai que c'est un travail non-stop parce qu'on l'a sous la main à la maison, et ça c'est peut-être le gros piège. Donc en plus de tout ce que tu nous as dit, tu co-animes un podcast.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? De quoi vous parlez? Et qui est donc cette personne avec qui tu le partages, même si on l'a déjà compris à ce stade de l'interview? Oui, alors en effet, c'est le podcast Entre deux mailles, du coup, que j'anime avec mon compagnon Matou, aka alias Benjamin. Lui, c'est un peu la voix de l'ombre. Il ne tricote pas, mais il est extrêmement curieux et il a un regard forcément très différent sur ce monde du tricot. Donc dans ce podcast, on parle bien sûr de tricot et maintenant aussi de crochet, mais pas seulement sous l'angle technique, hein. On aime discuter d'inspiration, de tendances, d'histoire, d'histoire des techniques, d'histoire des projets ou des modèles que j'ai créés aussi. Mais on aime aussi partager des anecdotes, des réflexions un petit peu plus personnelles, des coulisses des triconautes aussi, de ce qu'on est en train de préparer, des projets qu'on est en train de faire, etc. L'idée, c'est vraiment de faire comme si on partageait un moment dans notre salon, en fait, si on partageait un moment dans notre salon. On rit beaucoup, on échange librement, et on échange vraiment parce que c'est aussi un moment où on peut, nous deux, discuter tranquillement sans enfants aussi, parce que c'est un moment où les filles sont gardées, donc c'est un moment de calme aussi, où on peut vraiment échanger tous les deux. Donc c'est vraiment sincère, c'est pas du tout... c'est vraiment un moment où on partage vraiment sincèrement avec les triconautes qui nous écoutent à ce moment-là. L'idée, en tous les cas, c'est de passer un bon moment tout en apprenant des choses. Très bien, alors vous savez maintenant que ce podcast s'appelle Entre deux mailles. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sur ta chaîne YouTube, on retrouve des vidéos au titre très accrocheurs comme 14 mauvaises habitudes de crochet à arrêter tout de suite, ou bien encore la laine moins chère est-elle de moins bonne qualité. Comment trouves-tu les idées pour ces vidéos? Alors, pour trouver mes idées, je fais un peu ce que j'appelle de la rétro-ingénierie créative. Je pars d'un sujet qui existe déjà dans le monde du tricot ou du crochet et je le décortique pour comprendre pourquoi il fonctionne, ce qui le rend intéressant ou utile. Et ensuite, je le réinvente, on va dire, complètement à ma façon. Je me l'approprie complètement en l'adaptant à mon style, à mon ton et surtout ce que j'ai envie de partager sur le sujet. L'idée, c'est jamais de copier, mais de s'inspirer pour créer un contenu qui est vraiment unique et pas créer quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois, quoi. Je peux aussi chercher mes idées dans de grandes thématiques qui n'ont à première vue rien à voir avec le tricot. Par exemple, le jeu vidéo, le développement personnel, la couture ou même des discussions du quotidien aussi. Et je fais le lien avec le tricot ou le crochet et ça donne des idées de vidéos qui sont vraiment originales, qui abordent le tricot ou le crochet sous des angles complètement différents. Et moi, ça m'éclate de faire des ponts comme ça entre des thématiques qui n'ont à la base rien à voir les unes avec les autres. C'est en tout cas cette manière de travailler qui me permet de garder quelque chose, de garder des vidéos qui ont toujours un contenu frais, surprenant, original et qui me ressemble vraiment surtout. J'ai pas envie de faire des vidéos pour ressembler à quelqu'un d'autre. Quand je fais des vidéos en tant que Jaënel, pas en tant que quelqu'un d'autre ou pour ressembler à quelqu'un d'autre en fait. Ça n'a pas grand intérêt en fait. Oui, je pense qu'on fonctionne un peu tous comme ça. On fait tous des vidéos qui nous ressemblent et c'est pour ça qu'elles sont toutes plus différentes les unes que les autres. Alors justement, comment prépares-tu un épisode YouTube? Du choix du sujet jusqu'à la publication. Est-ce que c'est très planifié ou est-ce que c'est plutôt spontané? Tu t'installes derrière ta caméra et tu dis ce que tu as à dire. Alors en général, je pars d'une liste d'idées que Matou me prépare et ensuite je choisis le sujet qui me parle le plus sur le moment ou qui répond à une question qui m'est fréquemment posée par message privé ou par mail. Une fois le thème défini, ensuite je prépare un plan assez détaillé. Les points à aborder, l'ordre dans lequel je vais traiter ces sujets, les exemples que je veux donner, les anecdotes que je veux partager, tout ce qui va rendre la vidéo plus fluide et plus agréable à suivre en général. Puis vient ensuite le tournage.
En général, je fais ça en une seule prise. Je parle à la caméra comme si je parlais à une amie en fait. Et ça fait très longtemps que j'ai vraiment plus peur de la caméra, hein, parce que, bon déjà parce que, parce que même si à la base j'étais extraordinairement timide, on ne dirait pas comme ça, hein, j'étais extraordinairement timide, je n'étais pas capable de demander l'heure à quelqu'un. À force de me forcer à faire quelque chose dans lequel je n'étais pas du tout dans ma zone de confort, forcément j'ai pris plus d'assurance face à la caméra et maintenant j'ai plus vraiment de problème pour m'exprimer face à une caméra. On peut s'en parler des lives créatifs, tous les lives créatifs que j'ai faits, voilà, la caméra, il n'y a plus vraiment de soucis sur la caméra. Donc en général, c'est en une seule prise. Puis je fais le clown, enfin je fais le clown, je fais du GNL, quoi. Je suis juste spontanée. Donc, quand j'ai envie de dire une bêtise, je la dis. Et généralement, Gros Minou la garde. Donc, en général, Gros Minou jette assez peu de mes bêtises. Donc, du coup, c'est vraiment du GNL pur. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Oui, je parle beaucoup avec les mains. Oui, je fais beaucoup de blagues. Oui, je prends des drôles de voix parfois. Je peux crier dans les vidéos. Enfin, je me mets pas vraiment de limites sur comment je dois agir, entre guillemets, en vidéo. Juste, je filme, je suis comme ça. Je coupe la caméra, il n'y a pas de changement particulier. C'est vraiment Jaënel qui se filme, voilà. Donc, et après, du coup, comme je disais, c'est Gros Minou qui se charge du montage, donc qui prend le relais sur le montage. Il ajoute les textes, les zooms, les illustrations, les vidéos, bref, tout ce qui rendra justement la vidéo encore plus vivante et dynamique. Et enfin, il s'occupe aussi de tout ce qui est publication, donc le titre, la miniature, la description, voilà, ça va être la phase de préparation de la vidéo pour qu'elle soit facilement trouvable du coup par les personnes qui seraient intéressées par le sujet. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc derrière ce côté très spontané que tu as réussi à avoir au fil des vidéos, du coup, grâce à cette non-timidité de la caméra, si on peut le dire comme ça, il y a quand même un planning, il y a quand même une sorte de trame à suivre pour que tout ton épisode tienne la route et que tu puisses pouvoir faire un épisode complet. Et c'est intéressant de savoir que tout n'est pas que spontané, tout n'est pas que, voilà, je fais mon émission sur le bout des doigts comme ça. Non, il y a quand même une préparation derrière. Et ça, sachez que c'est un très gros travail. Donc, j'imagine que tu crochettes et tricotes énormément pour alimenter ton contenu. Comment travailles-tu? Est-ce que tu crées surtout pour le plaisir, pour un projet précis ou en fonction des tendances? Alors oui, je tricote, je crochette beaucoup, mais peut-être pas autant que ce qu'on pourrait croire. En réalité, je passe énormément de temps à parler de tricot et de crochet, à les enseigner, à créer du contenu autour, et peut-être moins à pratiquer comme on pourrait imaginer que je pratique. Je tricote, crochette énormément de petits échantillons, des petits éléments ou des modèles de temps en temps aussi, de plus en plus quand même. Mais je ne passe pas mes journées à tricoter. C'est par exemple, si on pouvait imaginer que je passe mes journées à tricoter, ce n'est pas le cas. Ou alors c'est dans d'autres, c'est dans des cas très spécifiques. Et c'est là où c'est compliqué. J'explique. Donc déjà, quand je tricote ou je crochette, déjà il y a souvent un mélange de plusieurs choses. Ça peut être pour le plaisir. J'ai toujours, par exemple, un projet cocoon ou perso sur mes aiguilles ou mon crochet, juste pour moi, sans pression ni objectif. Par exemple, là, c'est pas un modèle qui est fait pour une formation, par exemple. C'est juste les filles qui m'ont demandé le même snood que je venais de réaliser, donc, et qui est pour le coup pour un modèle gratuit pour les triconautes qui sont intéressés pour le crochet. Donc voilà, par exemple, là, ça, c'est un modèle juste pour le plaisir. Juste pour moi, sans pression, sans vraiment d'objectif particulier, à part le fait de devoir faire 2 snoods, du coup, qui sont identiques. Je peux aussi crocheter, tricoter pour un projet précis.
Donc par exemple pour un modèle que je prépare pour une formation, un tuto YouTube ou un article technique par exemple. Et souvent j'essaie de combiner ces deux aspects. C'est-à-dire je pars d'une idée qui me plaît vraiment et je la façonne pour que ça devienne un contenu utile pour les triconautes par exemple. Ça me permet de rester motivée tout en proposant de nouvelles choses aux triconautes avec des projets qui sont sympas, inspirants, accessibles, etc., etc. Et puis, entre nous, hein, quand je crochette ou je tricote pour le travail, entre guillemets, ça reste toujours un plaisir et il faut que ça reste un plaisir. C'est important parce qu'en fait, ça serait bête de me dégoûter de ce que j'adore faire juste parce qu'il faut que je tricote ou il faut que je crochette. Donc vraiment, c'est un équilibre auquel il faut vraiment prêter attention. Par exemple, il y a un moment où ça a été très difficile, ça a été la réalisation de la couverture Elisabeth qui a demandé énormément de temps, plus de 150 heures de tricot ou 130 heures, je ne sais plus, mais énormément de temps d'heures de tricot. C'est une couverture tout en dentelle Shetland, elle est magnifique, mais elle a été vraiment, vraiment, vraiment difficile à faire. J'ai clairement sous-estimé le temps de réalisation, j'ai clairement sous-estimé la difficulté du projet, j'ai vraiment créé le modèle de mes rêves, mais il a été super dur à faire parce qu'en plus c'était pour un modèle du club des créanautes et je devais le faire dans un temps précis du coup et ça a été très très difficile. Il y a eu du retard, j'ai accouché entre-temps, enfin l'enfer, c'était pas possible. Et en fait, c'est là aussi qu'est née aussi la guilde des triconautes, parce que c'est pas possible que j'aille jusqu'à me blesser ou j'aille jusqu'à presque me dégoûter de ma passion à la base, parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup, c'est pour ça aussi que Matou a eu l'idée de créer la guilde des triconautes pour m'aider à réaliser toutes les beautés que vous voyez derrière moi. Voilà. Donc il y en a que moi j'ai fait, il y en a qui ont été faites par des guildettes. Et voilà. Mais je reste encore, je crois, à ce jour, celle qui a réalisé le plus de modèles. Donc, et je le sens dans la main droite. Hein, voilà. Je le sens dans la main droite. Et oui, et ça, c'est très très dur de ne pas rentrer dans le côté « il faut que je crée pour la vidéo, il faut que je m'y mette ». Moi, c'est vrai que des fois, c'est ce que je dois faire. Et je me dis, c'est dommage parce que j'ai pas envie de créer ça, j'ai pas envie de crocheter ça. Et je me force un peu. Et c'est là où on perd de vue tout ce qui est important, qui est en fait censé être une passion qui nous fait relâcher. Et ça, c'est très très important de ne pas le perdre de vue. Donc des fois, il faut se remettre sur les rails en disant non, là, je vais créer un truc qui me fait plaisir, qui me fait du bien et je ne vais pas créer pour mon contenu. Mais je comprends bien ce que tu dis. Alors, peux-tu nous dire quelle créatrice ou créateur crochet t'inspire le plus ? Alors en crochet, pour l'instant, et je dis bien à tenter, hein, parce que bien sûr ça évolue en fonction du temps, en fonction de ce qu'on découvre, etc. Mais en crochet, j'ai deux créatrices que j'aime bien et qui m'inspirent tout particulièrement. Donc il y a Toni Lipsey, donc c'est une américaine, TL Yarn Craft, si mes souvenirs sont bons, je crois. Pour son approche vraiment qui est pédagogique, moderne, super claire, puis elle a une super dynamique. Et Élise Rose Crochet aussi, que j'aime beaucoup. Elle est toute douce, elle est toute calme quand elle parle. Enfin, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi son univers que je trouve très poétique. Donc vraiment, voilà, ces deux-là qui sont vraiment des créatrices crochet à proprement parler, pure. Et bien entendu, mon inspiration ne vient pas uniquement de créateurs ou de créatrices crochet, j'ai forcément une très forte influence du tricot. Donc en tricot, par exemple, je suis fascinée par le travail d'Olga Federova, qui est connue en fait pour être la mère de la dentelle d'Orenbourg, où elle enseigne énormément sur le sujet. Donc je suis très admirative de son travail.
Et il y a aussi Hitomi Shida que j'aime beaucoup, une vraie référence dans les modèles ajourés, les points incroyablement travaillés et ses modèles. On ne dirait pas comme ça, mais elle a aussi fait beaucoup de modèles qui sont moins connus forcément que ses points, mais c'est un travail qui est tellement raffiné, ça peut être très chargé, ça peut paraître très chargé à première vue, mais je trouve ça vraiment très intéressant comme approche. Et j'aime beaucoup son travail, je le trouve très raffiné. Elle va aller chercher et mettre des points jusque dans le col, jusque dans les bordures, pour faire en sorte que ça soit vraiment presque fondu dans le reste du tricot. Enfin, c'est très poussé, j'aime beaucoup. Et après, au-delà des noms, je pioche aussi bien sûr des idées un peu partout. Je l'ai dit, dans la mode, la couture, la nature, ou même des univers qui n'ont rien à voir avec le fil, comme le jeu vidéo, comme j'ai cité tout à l'heure. L'histoire aussi, je suis une grande passionnée d'histoire, donc du coup, celles et ceux qui me suivent savent que je fais beaucoup de... j'ai une blague avec Stéphane Bern et les gants blancs qui revient assez régulièrement quand je parle d'éléments historiques en tricot ou crochet. Et voilà, donc j'aime beaucoup mettre de l'histoire ou des éléments historiques ou même par exemple d'autres inspirations de films, etc., dans mes ouvrages, dans ce que je fais de manière générale. Voilà. C'est assez éclectique, oui. En tout cas, ce sont des noms qui ne nous sont pas inconnus et des pages sur lesquelles on a déjà été chercher l'inspiration et sur lesquelles on a déjà un petit peu farfouillé. Alors, on arrive à la fin de l'interview avec cette question que je pose assez souvent. Quels sont tes projets à venir ? Alors, pour les prochains mois, j'ai plusieurs projets assez excitants qui se préparent. Je vais notamment commencer à travailler sur la saison 2027 du Club des Créanautes. C'est un moment que j'adore préparer car ça demande beaucoup de réflexion créative pour proposer des modèles, des défis techniques qui sont originaux, des choses qu'on voit pas forcément, vraiment des expériences aussi de plus en plus, vraiment des modèles expériences. Par exemple, pour cette année, il y avait des chaussettes qui étaient en fait un tirage, en gros où on tirait le dé et en fonction du tirage qu'on avait, on avait un certain symbole à tricoter sur la chaussette. Et ça, pour moi, ce sont des modèles qui sont vraiment assez intéressants, la chaussette May. Donc, j'aime beaucoup faire ce genre de choses et j'aime beaucoup, voilà, c'est là aussi où je vais aller chercher des idées. Par exemple, j'ai eu une idée de faire un petit mash-up historique. Enfin, je le dis, j'ai rien de plus, mais j'ai eu récemment une idée d'un mash-up historique avec une personnalité historique. Je dis rien parce que vraiment c'est c'est une personnalité qui est tellement flamboyante, on va dire. Que dès que je vais dire, ça va tilter. Donc du coup, je m'inspire de personnalités historiques. Là aussi récemment, il y avait, je suis tombée par exemple, je suis tombée sur je suis fascinée par les Romanov, par exemple, Anastasia, etc. J'adore les histoires d'Empire russe, j'adore ça. Donc il y a quelque temps, j'ai un peu fait un gros deep dive, je suis vraiment plongée dans l'histoire des Romanov, tout ce qui s'est passé, plus toute leur cavale, tout ce qui leur est arrivé, la tragédie des Romanov. Et à la fin, lorsque j'ai fini de me renseigner, en gros, je me suis dit, mais cette famille Romanov, ils avaient des bijoux de la couronne. Que sont devenus ces bijoux Ils devaient avoir des couronnes, des colliers, des choses comme ça. Que sont devenus tous ces bijoux, en fait un peu comme à la Révolution, en fait. Que sont devenus, après un épisode aussi violent, que sont devenus les bijoux et en fait, j'ai découvert, par exemple, qu'un des joyaux de la couronne de l'Empire de Russie était toujours existant. Et c'était en fait la couronne Vladimir de la reine Elisabeth II, de feu et la reine Elisabeth II, une de ses couronnes préférées d'ailleurs. Donc du coup, récemment, j'ai eu l'idée d'un modèle
qui reprend cette couronne Vladimir avec un yoke, etc. Enfin, on en avait parlé un petit peu dans un podcast entre deux mailles, justement, où je crois que je développais beaucoup plus l'idée avec Matou. Donc, s'il y en a que ça intéresse, on en parle dans un des épisodes. Et voilà. Donc, par exemple, j'aime bien faire ce genre de choses. Et ça sera, je pense, un modèle certainement de 2027. Donc voilà, proposer des sujets, des techniques vraiment qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. C'est là où je vais vraiment lâcher, les chevaux, plus loin, les chevaux, voilà les chevaux, voilà, bref, les chevaux de la créativité. Ensuite, j'ai aussi un énorme travail à faire sur la Tricot Université 4, où là, ça sera une nouvelle Tricot Université qui sera entièrement dédiée à l'apprentissage du design et la création de ses propres modèles de tricot. L'idée, c'est que chacun ou chacune des triconautes puisse justement passer au stade « je suis le modèle » à « je crée mon propre modèle ». Et ce switch-là se fera avec la Tricot Université 4. Que ça soit pour celles et ceux qui souhaitent devenir designers plus tard, mais pas que, pour celles et ceux qui souhaitent juste créer des modèles pour eux ou pour leur famille, sans suivre forcément un modèle de A à Z. Et puis il y aura ici des contenus qui seront vraiment axés sur le crochet. Je suis en train déjà d'en préparer, mais pour l'instant je dis rien, je garde un peu le mystère sur ça pour l'instant. Eh bien, pas mal de projets en vue, tu n'arrêtes pas, c'est non-stop. On va terminer avec une petite question de Jimmy, grâce à qui je t'ai envoyé l'invitation pour participer au podcast. Alors au moment où les questions ont été envoyées, Jimmy ne faisait pas encore partie du podcast. Maintenant, il a sa chronique avec des explications sur le thé qui sont très intéressantes. Donc voici la question de Jimmy. Cela fait quelque temps que tu as glissé du tricot vers la découverte du crochet. Est-ce que tu penses que c'est envisageable de fusionner ces deux méthodes de travail pour obtenir des projets originaux ? Je trouve que ça pourrait être super intéressant pour rassembler la communauté tricot et crochet avec des projets interdisciplinaires. Alors, c'est une question qui est super intéressante parce que vraiment, moi, elle hante mes nuits. Donc, c'est vraiment une super question. Et oui, complètement. Je trouve d'ailleurs que c'est une piste créative qui est incroyable. Le tricot et le crochet sont deux techniques qui sont très différentes, hein, on est d'accord sur ça, avec chacune leur force, leur spécificité. Le tricot qui va permettre d'avoir des textures qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides, régulières, tandis que le crochet va donner des formes qui sont au contraire plus structurées, plus sculpturales, on va dire, et qui va permettre peut-être une plus grande liberté dans les motifs. Voilà, j'ai oublié le jeté de ma bride. Et j'ai déjà des idées de pulls, de tops qui vont combiner les deux techniques. J'ai déjà des croquis, j'ai déjà quelques croquis que j'ai commencé à faire. Et c'est justement ce genre de passerelle entre deux mondes qui peut faire des projets qui sont vraiment originaux, inspirants. Et oui, du coup, c'est possible. Oui, j'ai déjà des idées. Et je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant à faire pour vraiment lier les deux communautés, entre guillemets, la communauté crochet et la communauté tricot, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Eh bien voilà un mélange très intéressant qui va peut-être pousser quelques crocheteurs et crocheteuses à se mettre au tricot et vice-versa. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions malgré ton emploi du temps bien chargé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs de ce podcast ? Alors, le fameux petit mot de la fin, eh bien, j'aimerais leur dire quelque chose qui peut paraître tout bête, mais d'oser. Oser, essayez, testez, mélangez, trompez-vous, recommencez. Que tu sois plus tricot ou que tu sois plus crochet ou même complètement débutant ou débutante, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de créer. Ça, c'est quelque chose que je veux répéter vraiment plein de fois. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de créer. Ce qui compte, c'est vraiment le plaisir que tu prends à voir ton projet grandir entre tes mains et c'est peut-être ça le plus important. Il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Parfois, une idée qui peut paraître complètement folle va donner les créations qui sont les plus belles. Et il faut vraiment oser sortir de
ce qu'on attend de nous ou de ce que les autres voudraient voir chez nous pour vraiment être et incarner ce que l'on est vraiment. Voilà. Je pense que ça sera mon petit mot de la fin. Merci en tout cas de m'avoir reçu, ça m'a fait super plaisir de répondre à toutes ces questions et j'espère que ça aura plu aux auditeurs et auditrices du podcast. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! À très bientôt et encore merci d'être passé par le podcast, c'était un vrai plaisir. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Un grand merci à vous, comme d'habitude, de l'avoir regardé jusqu'ici. Et puis, merci pour vos commentaires, vos likes et tout ce que je dis habituellement à la fin de chaque épisode. Si vous avez envie de voir l'envers du décor, la vidéo est déjà en ligne sur Tipeee pour vous permettre de voir les coulisses du podcast. En attendant, je vous dis bonne semaine, bon crochet et à très vite.